Bonsoir à tous. Merci d'être là et pour accueillir nos deux intervenants de ce soir autour du livre de Camille de Toledo, L'histoire du vertige. Je voudrais vous présenter un petit peu ce duo. Donc moi, je suis Emmanuelle Garcia, je suis directrice exécutive de l'Institut d'études avancées. J'ai eu le plaisir de faire la connaissance avec ces deux personnes formidables. Et quand on a voulu organiser une discussion autour du livre de Camille, une histoire du vertige, j'ai pensé à Sandrine. Je vais m'adresser à vous pour garder le ton et pour vous présenter à nos participants. Sandrine, tu es autrice, perspectiviste, éditrice d'une très belle maison d'édition, 30 Mousines, les éditions La Mer Salée, que tu as co-créé il y a déjà 10 ans, en 2013. Ton site dit que tu es convaincu par la puissance de la fiction et de la nécessité des récits combatifs et lumineux pour nourrir les imaginaires et s'autoriser un autre monde. Tu donnes des conférences, tu animes des ateliers, et tu collabores à la mission low-tech de Philippe Biou pour la fabrique écologique et à l'Institut des futurs souhaitables. Tu as été lauréate aussi du concours Women for Future en 2017. Et ça, je le dis parce que ça a été très impressionnant à Nantes de te voir émerger à la conscience des Nantaises à travers ce prix. Tu signes aussi la préface et le manifeste Soulèvement littéraire pour influencer le monde dans l'ouvrage collectif Les Utopiennes, qui est le dernier ouvrage paru aux éditions de La Mer Salée, dont nous n'aurons pas le plaisir d'organiser le lancement à Nantes, ici à l'Institut, mais on aurait beaucoup aimé le faire. Ce sera pour une autre fois. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté cet exercice d'interroger Camille, qui n'était pas une évidence pour toi. Camille, tu es notamment docteur en littérature, tu es aussi diplômée en sciences politiques, en histoire, en droit, et tu nous as fait la joie de résider ici en tant que fellow à la fin de l'année 2022, pendant 3 mois. Et à la fin de cette année, en décembre, tu as été nommée par le Conseil scientifique, membre associé de l'Institut d'études avancées pour 3 ans. Et nous nous en réjouissons. Pendant ces 3 années, tu vas développer un projet formidable, l'Internationale des rivières, dont on a un petit document qui est posé à l'entrée. N'hésitez pas à le prendre pour en savoir plus. Et à travers ce projet, tu vas lancer un scénario de bifurcation pour interroger les droits de la nature. C'est toujours un bonheur de t'accueillir ici, d'accueillir ton flux d'idées, ton regard sur le monde, ta présence qui enchante ce lieu. Merci Camille, c'est sincère. Ce soir, c'est pour parler de ton livre, paru chez Verdier, issu de ton travail de doctorat, une histoire du vertige que nous t'accueillons. Par ta présence et celle de Sandrine, l'Institut cherche à traduire sa nouvelle feuille de route, interroger le monde, réfléchir à l'habiter autrement et faire un pas de côté. Je vous remercie tous les deux, au nom de l'Institut, de nous emporter dans cette histoire du vertige. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Camille. Donc comme le disait Emmanuelle, je ne suis pas une intervieweuse. Donc je suis une autrice, une éditrice. Donc je vais interroger Camille depuis ce point de vue qui est le mien, depuis mes appuis, qui est un mot qu'il aime, qu'il affectionne particulièrement. Et je me saisis aussi d'une des singularités de ce livre, qui est ce tutoiement qu'il fait au lecteur. Il dit souvent « tu le sais ». Et donc, je vais repartir de ça. Je m'autorise, du coup, à repartir de ce matériau personnel pour venir parler de cette histoire du vertige avec Camille. Donc, il y aura mon histoire, la sienne, et puis il y a vous. Donc, j'aimerais vous demander, avant de commencer un peu, pourquoi vous êtes là ? Rapidement. Pour que ça nous mette un peu des mots-clés sur ce que vous attendez un peu de cette discussion. C'est pas une interro écrite, hein, il n'y a pas de bonne réponse.
C'est juste pour avoir quelques petits mots. Particulièrement ? Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres Moi, j'aime beaucoup la rencontre entre bulles fictionnelles. Les bulles fictionnelles m'ont beaucoup fait interroger. Et la rencontre de mon vie. Les bulles fictionnelles de la vie. Est-ce qu'il y a d'autres attentes, d'autres mots ? Moi, j'aimerais bien entendre parler de Moby Dick. Moby Dick. Tout ça n'est pas dans mes questions, je vous remercie. Et j'ai vu au loin là-bas, ouais. Vertige sur Loire. D'accord. Ouais. Ouais, il y a plusieurs places devant. Est-ce qu'il y a encore quelques petits mots ? Bien. Alors la première question, évidemment, que j'ai envie de poser, si tu veux qu'on soit debout, tu me dis. Mais... Debout pendant 1h30. Non, ça va pas être possible. Voilà. Bah, on va essayer. Hein. Moi, je trouve que ce livre, il se dévoile en fait petit à petit. Donc, on va essayer de rentrer petit à petit dans toutes ces notions qui sont riches. Et la première étant celle du vertige, qui est un mot magnifique. Et plus je le lisais, en fait, et plus je m'interrogeais sur le vertige. Et ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je reprends le petit Robert. Et la première, ce que dit le petit Robert, c'est impression par laquelle une personne croit que les objets environnants et elle-même sont animés d'un mouvement circulaire ou d'oscillation et qui peut s'accompagner de troubles de l'équilibre. Donc avant d'entrer dans les causes du vertige, j'aimerais que tu nous redéfinisses ce qu'est pour toi le vertige. Merci pour cette question. On va parler de Don Quichotte. Moi, en tout cas, je me suis prévu d'en parler. Une des définitions que j'aime présente le vertige comme une perte des repères directs, tout simplement. Donc en fait, ou une incapacité à coordonner l'ensemble des appuis, et même qui cause un certain nombre de déséquilibres. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène, c'est James Stewart dans Vertigo, et ce moment où il essaie de se tenir sur un tabouret, et ça se met à chanceler, ça c'est exactement ça, c'est l'éloignement des repères directs du corps. Donc déjà, en fait, ça nous place dans une scène où on est des créatures attachées, reliées, et si on les repère ou les attache ou les appuis se dérèglent ou s'éloignent, ou si la coordination entre les yeux et les sens et les autres sens en fait se dérègle. Vous savez notamment peut-être qu'en physiologie, en tout cas moi je le sais biologiquement parce que j'ai souvent ça, lorsqu'on a un dérèglement de l'oreille interne, voilà, en fait, donc en fait notre tenue au monde tient à des choses extrêmement ténues et très fragiles et qui peuvent se dérégler. Et si ça se dérègle, alors ça tombe. Voilà. Et donc c'est bien de repartir de là parce que en fait chez moi ça part aussi de là puisque j'ai vis avec cette expérience du vertige depuis un certain nombre d'années, notamment depuis une chute en montagne à l'âge de 17 ans. Et c'est sans doute par cette chute que je suis venu à cette question de à quoi on tient. Voilà, et c'est le cœur de ce livre en fait. Et de beaucoup d'autres choses que je fais, c'est à quoi on tient. Voilà. Mais on l'entend, et ça m'a été dit aussi dans des discussions sur s'entretenir. Là, nous nous entretenons. Et j'entends vraiment ce verbe tenir au sens très littéral du mot. Voilà. Je sais que tu as beaucoup de questions, moi je ne parle pas trop longtemps. Ouais. Voilà. Alors du coup, le petit Robert, il dit une deuxième chose, qui est la peur de tomber dans le vide. Et moi, en fait, ça m'a fait penser à... C'est une des idées J'ai écrit un livre qui s'appelle Les Suspendus. Donc, en fait, l'histoire du vertige vraiment tourne chez moi depuis longtemps. Et il y a une des choses qui m'intéressait, sur lequel j'avais travaillé, c'était la vision de Jean-Paul Sartre sur le vertige. Je ne sais pas si tu... Il disait que, en fait,
un des vertiges, c'est le vertige des possibles, de tous les possibles qu'on a face à nous, et de la responsabilité. Et il disait que si on reprend ce vertige physique de quand on est face à un trou et qu'on se dit que peut-être on pourrait sauter, en tout cas lui il parle de ça, et que tout c'est possible, la liberté, jusqu'à la liberté de pouvoir se nuire. C'est-à-dire on pourrait finalement décider de sauter. Et je me demandais si cette histoire ce type de vertige, c'était celui-là aussi dont tu parlais. Oui, alors il se trouve que donc dans le livre, qui est un peu le frère, mais de manière assez romanesque, ou un récit, en tout cas avec un grand matériau autobiographique, il est question du suicide, et chez moi du suicide d'un frère, et donc la main portée sur soi, et ce vertige-là dont tu parles, en fait, je vis avec, et simplement le fait que le frère aîné ait accompli cet acte-là, l'interdit en fait, d'autant que moi justement j'ai des enfants, et donc lui laissant un enfant derrière lui, donc ça interdit ce vertige-là. Mais après je t'entends dire que Sartre parle d'un vertige, et très souvent en fait quand on parle de ce motif, on peut penser, on va le dénombrer, c'est-à-dire on va dire ah tiens, curieusement on parle de vertige de l'amour. Bon, ça a donné une chanson. On va parler du vertige mystique. On peut parler d'un vertige de la chute, justement, d'un vertige dépressionnaire. Et en fait, ce que je cherche quand même, malgré tout, à travers ce livre, mais en fait, dans mes recherches, c'est l'unité, en fait. En fait, je pense qu'il n'y en a qu'un, en fait. Je pense qu'il n'y en a qu'un. Et ça me permet, en tout cas, tout de suite de vous dire pourquoi ce motif m'intéresse. Donc, je cite aussi des grands noms, mais Roland Barthes parlait d'énantiosème quand un mot pouvait vouloir dire deux choses totalement contraires. Vous savez qu'un des principes premiers du langage, c'est le principe de non-contradiction. Donc, si je dis blanc, je dis pas noir. Si je dis noir, je dis pas blanc. Si je dis haut, je dis pas bas. Et le propre du vertige, c'est le moment où tout s'entrelace et s'en mêle, et il n'y a plus ni haut ni bas, il n'y a plus ni droite ni gauche. Ça s'embrouille, ça se trouble. Et donc pour moi, il y a cette question sur qu'est-ce qui fait l'unité de ces différents vertiges. Et pourquoi c'est un énantiosème ? Parce que dans l'expérience mystique, je ne sais pas si tu l'as eu, on en a un tout petit peu parlé avant, mais moi j'ai pu l'avoir à un certain moment, et par la prise de certaines substances, ou le vertige amoureux, ou le vertige même y compris de la passion, de l'acte sexuel, où en fait on ne sait plus exactement quel est le corps de l'autre et quel est mon corps. Parfois des vertiges de la danse, il y a ce vertige soufi des derviches tourneurs. C'est que tout ce qui touche au vertige touche à la dissolution de soi comme une entité séparée. On va, je pense, parler de la séparation. Et c'est pour ça que c'est si intéressant, c'est que en fonction de notre disposition à accueillir cette dissolution de soi, ça peut être une expérience heureuse ou une expérience extrêmement traumatique. L'ivresse est une expérience, si on la pousse un peu, d'une certaine dissolution de soi. La prise de MDMA, la prise d'ayahuasca dans certains rites amazoniens, dont on avait parlé avant cette rencontre. Et donc c'est sur ce fil-là qu'on va marcher. C'est comment ça peut être une expérience de grande liaison, c'est-à-dire les philosophes diraient d'inséparation, et comment ça peut être une expérience noire, au contraire, de chute, d'effondrement, de peur, de se perdre, de se dissoudre. On sait que voilà, les grands mystiques, ils peuvent accéder à une certaine forme de dissolution dans l'univers. Et de dissoudre l'ego est un des grands objectifs des méditants. Il se trouve que dans ce cadre-là, c'est plutôt heureux, ça donne plutôt une forme de joie, alors que d'autres formes de vertige peuvent... Et c'est ça c'est penser les deux extrêmes ensemble, en fait, que permet la chose. Ce motif. Donc moi, c'est sur ce fil que j'essaye d'avancer en me disant, en fait, pourquoi ça marche ensemble. Et du coup, on le sent fort dans le chapitre sur Pessoa. Je le dis juste pour que vous vous retrouviez, si un jour vous avez ce livre entre les mains. C'est que le chapitre sur Pessoa s'appelle le Moby Dick, c'est le devenir indien de l'Occident, et le chapitre sur Pessoa, c'est l'espoir océanique, c'est ça ? L'espoir océanique. Ouais. Ça, c'était la fin de mes questions. Mais...
Non, mais si, c'est un passage magnifique sur l'espoir océanique. Et du coup, j'en lirai un passage tout à l'heure. Donc, à l'origine du vertige, tu l'as dit. Ça va Ouais. C'est pas trop... On peut repartir de Don Quichotte aussi, de raconter des histoires. Moi, j'aime bien aussi. À l'origine du vertige, tu disais, il y a la perte d'appui. Donc, ces appuis qui, pour toi, sont au cœur de tout. Et donc, ce que tu nous expliques, c'est qu'on tient au monde par deux types d'appuis. Les appuis réels, donc l'ancrage, le sol, le milieu, et les appuis sémiotiques, c'est-à-dire le langage et les encodages, tu vas en parler. Et d'ailleurs, tu expliques à quel point dans un pays étranger, on perd ses repères en perdant la langue. Et que, donc j'aimerais bien que tu nous racontes un peu, et notamment, en quoi l'encodage, enfin en tout cas ce qu'est l'encodage, et ce que c'est que cette perte d'appui par le langage. Okay. Alors, juste une chose, je ne parle pas d'appui réel et d'appui irréel. Ouais. Je parle d'appui physiologique, donc ça. Ouais. Et je parle d'appui sémiotique, donc les signes, les différents, les images, enfin, un certain nombre de signes à distance. Voilà. Alors, en fait, moi, donc je l'avais, c'était une introduction, puis mon éditeur m'a dit non, il faut l'enlever, cette introduction. Elle dit déjà trop tout du livre, donc, mais j'y tenais beaucoup, j'ai eu du mal à l'enlever, donc je vous la donne. Je vous la livre de façon comme ça en live. Mais je racontais l'histoire de ce que je ne sais pas si vous avez des enfants ou si vous avez des souvenirs d'être enfant, mais comment naît un sujet humain, quel qu'il soit, femme, homme ou autre, ou un sujet même on pourrait dire animal ou végétal, c'est d'abord par une certaine forme de prise d'appui. Alors dans notre espèce, ça prend un tour un peu particulier le moment où on passe à la position verticale. C'est-à-dire qu'en fait, dans le développement de chaque sujet humain, il y a ce moment où on apprend à maîtriser le déséquilibre. Grosso modo, une personne qui marche, c'est toujours une personne, c'est pas 24 images par seconde, c'est à chaque pas un saut dans le vide. C'est exactement le Quichotte. Quand je parle du Quichotte au début du livre, le Quichotte est quelqu'un qui sans cesse se relève, tombe, se relève, tombe, se relève, tombe, se relève. Une personne qui marche à la verticale, donc la bipédie, c'est vraiment ça, c'est une maîtrise du déséquilibre. Il se trouve que dans l'âge, et on parle, vous savez, pour les enfants, de l'âge de la toute-puissance ou du contrôle, c'est ce moment en fait où l'on oublie ce que l'on a maîtrisé. Donc on oublie que c'est très fragile une marche. Si je bouscule quelqu'un au moment où il est un peu en suspension, ça tombe en fait, c'est fragile. Bon, c'est plus ou moins fragile, mais c'est fragile. Et quand on entre dans l'âge, moi j'y suis rentré un peu trop tôt, hélas, parce que je claudique pas mal, on sait que c'est très très fragile et que ça tient à peu de choses. Vous voyez comme le langage parfois dit bien les choses. Et donc il y a dans le développement de ce sujet, il y a ça. Il y a la maîtrise du déséquilibre, la bipédie, l'hypothèse des paléoanthropologues que j'aime beaucoup, je ne sais pas si elle sera jamais vérifiable ou vérifiée, c'est que tant qu'on est à quatre pattes, on doit utiliser la bouche pour accrocher des choses, notamment pour mordre des choses. À partir du moment où la verticalité arrive, les mains se libèrent et elles peuvent faire ce que faisait la bouche. C'est le fameux pouce préhenseur des anthropologues, des paléoanthropologues. C'est le moment où on peut attraper avec les mains. Et c'est très intéressant la façon dont, dans l'histoire de l'évolution, là c'est encore très Darwin, leçon 1, mais les choses se reconfigurent. Donc à partir du moment où la bouche n'est plus prise, elle se libère. Et ce faisant, elle a plus de temps pour dire, parler, enfin, c'est-à-dire pour mélanger, enfin, pour faire des choses avec la bouche. Et donc, la parole orale peut naître et progressivement s'articuler, etc. Donc, le langage vient de cette bipédie et de ce déséquilibre. Je dis parfois, notre espèce, nous sommes le nom du déséquilibre pour ce monde, pour nous-mêmes, pour les autres. Nous sommes le nom du déséquilibre. Et donc, il y a ce moment dans le développement d'un sujet humain, et je m'arrêterai là pour ne pas trop parler, où aux appuis physiologiques s'ajoute notamment le langage. Donc, lorsqu'on commence à dire maman et que maman s'identifie, que le monde répond, alors, en tant qu'enfant, bambin, j'apprends à m'appuyer sur les mots. Donc, si je dis là et j'appelle Emmanuel et qu'elle se tourne vers moi, je peux de plus en plus faire confiance au langage.
Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut malgré tout répondre aux enfants, parce que si on ne leur répond pas, c'est toute leur confiance dans le langage qui ne prend pas. Ça ne tient pas. Si j'appelle et que ça ne répond pas, quelque chose va dysfonctionner dans l'apprentissage de la langue et dans la confiance que je vais avoir dans le langage. De la même manière que si, et c'était mon cas, on a parfois des parents, surtout en l'occurrence ma mère, qui raconte toujours des histoires, pour ne pas dire qu'elle ment, ça crée un rapport particulier. C'est-à-dire que les histoires ne tiennent pas. Ça ne tient pas. Le langage est une chose, la vie est une autre. Et donc, il va falloir colmater ces trous, à un moment donné, de nos histoires, de sujets. En tout cas, vous avez ces deux étages. Les appuis physiologiques, les sens, l'expérience, les appuis des pieds, des mains, tactiles, et puis il y a ces appuis sémiotiques qu'on commence à maîtriser, d'abord des sons, des mots qui veulent dire un certain nombre de choses. Et tu parlais de l'expérience de migration ou d'exil. On sait très bien que l'expérience de migration et d'exil peut provoquer des vertiges, notamment parce que les appuis sémiotiques sont entièrement déréglés. Lost in Translation, je ne sais pas si vous connaissez ce film, dit assez bien ça. Toute personne qui a été dans un pays où l'alphabet n'est pas son alphabet quotidien, on sent qu'il y a quelque chose qui s'éloigne de nous, l'adhérence au monde est moins grande. Donc voilà un peu ces deux étages, et je les explore dans le livre à travers, c'est vrai, des récits littéraires, mais je les pose. Pourquoi c'est important de les poser comme appui? C'est parce que traditionnellement, quand on a des problèmes avec la langue ou les mots, ou le symbolique, on va chez le psychanalyste. Je simplifie, parce que les psychanalystes, depuis belle lurette, aujourd'hui, sont changés, heureusement pour eux d'ailleurs. Mais on va dire simplement que les gens qui ont la charge du symbolique s'occupent du symbolique, et les gens qui ont la charge des corps s'occupent des corps. Et dans la médecine, ça donne, vous avez des problèmes avec le langage, avec je ne sais quoi, avec le symbolique, vous allez plutôt chez un psy, parce que on a clivé le monde comme ça. Et si vous avez des problèmes et que vous avez mal aux pieds, ou que vous avez un problème des règlements internes, d'oreilles internes, et moi, je m'intéresse au passage entre les deux. Je pense qu'il y a énormément de passages, évidemment, notamment la somatisation ou autre. Et donc, renommer pour moi le symbolique en appui sémiotique, c'est dire, en fait, on parle de la même chose. On parle d'appui. Et il y a un continuum entre les deux. Et donc, si je vais en exil ou si je vais dans un pays où je ne comprends pas la langue, il se peut qu'après certains un temps, je tombe. Mais vraiment, physiquement, je tombe. Comme si j'ai des deuils à répétition, ça a été mon cas, sachant que quand on perd la mère, le père, on perd des appuis. Ce sont des appuis, ou un frère, une sœur. Eh bien, quand on perd du monde, il se peut que ça tombe en nous. Mais ça tombe pas seulement symboliquement, le deuil, etc. Ça tombe physiologiquement, ça s'effondre. Et ça ne tient plus. Et lorsqu'on perd un animal de compagnie, lorsqu'une maison de famille est vendue, lorsque n'importe quelle forme de déracinement survient, lorsqu'on est déplacé, lorsqu'on doit quitter ses repères quotidiens. Voilà. Et comme le monde moderne déplace en permanence nos appuis, change en permanence nos systèmes d'appui, nous dit même que être moderne, c'est tout le temps changer de système d'appui, à commencer par l'interface d'un téléphone. Je ne sais pas si vous avez cette chose, mais où quand les boutons sont plus au même endroit, quand on a 25 ans, c'est très facile, c'est agile. À partir d'un certain âge, ça devient compliqué. Et donc, on est voilà, juste cette simple prise de conscience qu'on est des êtres appuyés les uns sur les autres, on est appuyés sur le monde, on s'appuie d'une certaine manière, et que les langages en font partie de ces appuis. D'où ça va rejoindre, à mon avis, voilà, ces questions sur la fiction, etc. Ouais. Et donc, tu dis que le langage est important à un tel point que finalement, nous habiterions le monde à travers les récits que nous créons. C'est-à-dire que donc tu parles de l'habitation fictionnelle du monde, et tu vas nous expliquer ça. Mais oui, mais je peux vous dire non, mais bon, alors le Quichotte, on va le faire entrer en scène, hein, c'est là, c'est le tableau là. Ouais. Donc le Quichotte s'appuie sur les fictions. Alors l'histoire du Quichotte, rapide, c'est au départ c'est un type ordinaire, il s'appelle Quixada, c'est son nom civil, il habite dans la Manche, dans cette région d'Espagne, et il vit au milieu de ses livres. Donc
il a un système d'appui. Là, on est dans une bibliothèque, il sait où sont les livres. Donc, quand il ouvre un livre, il y a la fiction. Progressivement, il arrive ce temps où, en fait, il veut devenir une créature dans le livre, c'est-à-dire qu'il s'intoxique de la fiction, il s'enivre de ses fictions au point de se croire chevalier errant, etc. Et à partir de ce moment, il commence à couper les ponts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la bibliothèque est incendiée, brûlée. Parce que pour le soigner, on pense qu'il faut brûler les livres. Accessoirement, c'est un écho à ce qui se passe en Espagne à l'époque, puisqu'on est en train de brûler des bibliothèques entières, puisqu'on est en train de chasser les Arabes, les Maures, les Juifs, enfin tout ce qui est différent. Et donc, en fait, le système d'appui tremble. Donc, Cervantes écrit à la lumière de ce qui se passe, et il raconte l'histoire de ce type qui bascule dans une forme de folie fictionnelle. Mais ce qui est surprenant avec le Quichotte, c'est que sans cesse au fil de l'histoire, donc il chute, il se prend des coups, il est défiguré, c'en est d'ailleurs extrêmement comique. Mais la part, disons, miraculeuse de la fiction, c'est que tout être fictionnel qu'il est, il se relève en se racontant de nouvelles histoires. Toujours, en fait, il habille le monde des histoires qu'il se raconte. Alors maintenant, je vais quitter le Quichotte un instant. Je prends un exemple que je prends souvent parce que pour moi, il en dit long. C'est, mettons que je vis le long de... Alors là, je vais prendre une rivière. Mettons que je nais le long de la Loire et que dans toute mon enfance, je suis élevé par ma grand-mère et ma grand-mère me dit, tu sais, on dit que c'est une rivière, mais derrière cette rivière, il y a une déesse. Donc là, on parle d'un tissu narratif. Donc ça, c'est l'habitat narratif, c'est l'habit narratif, c'est que ma grand-mère habille cette entité, cette vaste personnalité, cette vaste étendue d'eau d'une histoire. Et elle raconte que c'est une déesse. Et mettons que je grandis qu'avec ma grand-mère, je ne vais pas à l'école de la République, j'ai que cette histoire. Donc pour moi, en fait, je lui dois un certain respect. Elle pourrait me dire que c'est une ancêtre, donc je lui dois un certain nombre de choses. Il va y avoir des histoires associées. Donc je vais me rapporter, je vais m'appuyer sur le monde à travers cette histoire. Mon habit transitoire entre moi et la rivière sera cette histoire racontée par ma grand-mère. Arrive un instructeur de la Troisième République qui me dit, c'est très bien ce que t'as dit ta grand-mère, mais en fait, nous, les modernes, on sait que c'est pas une déesse et c'est pas une ancêtre. En fait, on sait que c'est une masse d'eau qui est liée au cycle de l'eau. Alors, je ne sais pas si on parlait comme ça pendant la Troisième République, mais en somme, il présente une version beaucoup plus naturaliste, beaucoup plus hydrologique, beaucoup plus scientifique de la rivière. Là, je me retrouve, moi, enfant grandissant, avec deux récits incompatibles, deux habits narratifs, deux manières d'habiller le monde que je vais devoir faire coïncider. Mais ça commence à être compliqué parce que je dois faire persister cette histoire qui n'en est plus, qui en devient une. Avant, c'était juste la rivière, c'était un être, c'était cet être. Là, ça devient... Donc ça, le tissu qui me liait au monde se déchire. Tout d'un coup, il y a deux manières de le dire. Et pour moi, l'histoire de notre modernité, c'est un monde où il y a de plus en plus de langage, de manière de narrer ou d'habiller les choses dont nous sommes environnés ou avec lesquelles nous vivons. Donc c'est ça l'habit narratif. Et évidemment, vous pouvez l'utiliser, cette habitation fictionnelle, pour les guerres. Grandir dans le roman historique français, à la fin du 19e, c'est très clairement s'opposer au roman allemand de la construction de l'État allemand, jusqu'à aller à la guerre, parce que ces deux romans, ces deux fictions, ces deux habitats fictionnels sont incompatibles. Dans la crise actuelle au Proche-Orient, quand on connaît les deux côtés, on sait très bien qu'en Israël, comme dans les territoires palestiniens, on grandit selon deux habitats narratifs tellement opposés qu'il est absolument impossible, et ça déchire le cœur de le dire, de trouver le moindre point commun, en fait, parce que l'habitat narratif est si bien constitué qu'il n'accepte pas, il ne peut pas... Mais ça vaut aussi pour les controverses scientifiques, pour les controverses morales, en fait, c'est qu'à chaque fois, nous avons des manières, et je finis sur cette notion d'encodage. Donc, quand nous mettons un habit narratif sur les choses, sur le monde, nous l'encodons, et ça, c'est la part un peu... Je ne veux pas vous faire peur, parce que le livre, il n'a pas le vocabulaire de l'anthropologie du tout. Mais quand je dis code, moi, je pense au bassin mésopotamien. Et vous savez, quand on a inventé l'écriture écrite, c'était les mêmes signes la plupart du temps pour compter et pour écrire. Compter, écrire, c'était toujours
inventer un code. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais dans la biosémiotique, disons, dans les différents degrés sémiotiques, très rapidement, il y a les signes que je partage avec les oiseaux et avec les autres formes de vie. Ça, c'est par exemple, je vous dis, tiens, l'orage arrive. J'ai lu à même le monde. Donc, je me suis rapporté à un indice. Et ça, les oiseaux le font, les animaux le font, les arbres le font. Donc je pourrais dire, à ce niveau-là de signe de la sémiotique, je suis comme les autres vivants. Après arrive l'icône. C'est-à-dire là, j'arrive habillé en noir avec une mine sévère. Et des gens vont me dire, ça va mal. Donc là, c'est l'icône. Je produis un signe, mais qui envoie un autre message. Et ça existe aussi chez beaucoup d'espèces animales. Je me pars pour la saison de la reproduction ou pour les rencontres, etc. Et puis, il y a un truc qui nous distingue et qui se met à faire mal, c'est le code. C'est-à-dire, on invente des alphabets ou des idéogrammes. Et là, c'est là où ça se déchire aussi. C'est là où la séparation aussi, d'une certaine façon, s'aggrave entre nous et les autres formes de vie. Tu penses et ça, c'est de l'encodage. Ouais. Les animaux... Là, c'est plein d'encodage. Ouais. Et l'architecture de ce bâtiment, c'est du code. Code de l'urbanisme, les codes juridiques, code politique. Et ce que tu dis, c'est que cet encodage, en fait, nous sépare de la nature. Ah oui. Ah oui, c'est sûr. Mais comme la bipédie. En fait, il y a une sorte d'histoire aussi qui file de livre, de chapitre en chapitre. C'est qu'il y a une sorte... Mais je ne l'ai pas encore fait dans un texte séparé. C'est une sorte de brève histoire de la séparation. Mais le moment où on se verticalise, on se sépare. Le moment où des gens se mettent à nous dire, en fait, les dieux, les esprits ne sont pas dans les choses. En fait, il n'y a qu'un Dieu, il y a un plan de transcendance. Ou comme dans la philosophie de Platon, il y a le monde des idées, il y a le monde des formes. Ça, c'est de la séparation. Quand on invente le langage dans le bassin mésopotamien, c'est de la séparation. Mais c'est concrètement de la séparation. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si j'en reviens à l'histoire de la rivière, je peux écrire l'histoire de cette rivière sur de la pierre, et cette pierre, je peux la faire voyager. Ça veut dire que d'autres gens dans d'autres lieux vont pouvoir... Donc ça déterritorialise, ça casse le lien entre la parole et le lieu. Si je suis d'un lieu, que je parle d'une certaine manière, que toute ma cosmogonie est liée au lieu, à la montagne, à la forme du monde, aux silhouettes animales, végétales en fait, et que je reste dans une histoire orale, je peux difficilement transporter le récit. À partir du moment où je peux l'encoder, hop, ça se déplace et ça coupe entre le paysage, on va dire, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui le paysage. Donc oui, le langage participe de notre séparation, mais de toute façon, ça c'est une vieille histoire, une vieille antenne de la philosophie, est un animal qui parle. Mais c'est pas la parole, parce que tout parle. C'est le code. C'est ce qui décide des valeurs, ce qui décide des fables. Tu parles de la fable du capitalisme, etc. C'est tout ça. Je me posais une question au début. Pour moi, qui suis dans les récits et qui crois en l'importance des récits et leur côté qui peuvent être aussi émancipateurs, à te lire, on a l'impression que c'est très aliénant. Non. C'est pas la position du vertige. La position du vertige de tout le livre, c'est juste l'accent mis sur la dimension très ambivalente du code ou du langage ou des fictions. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des fictions qui tuent et il y a des fictions qui sauvent. Et juste ce livre est là pour dire, parce que c'est vrai que moi je suis écrivain aussi, parmi d'autres choses, et j'entends très souvent dans la communauté des écrivains l'idée que nous sommes du bon côté du langage. Genre, on se rassure souvent en disant on raconte des histoires, on fait pas de mal au monde. Et je trouve que c'est bien, ça. Mais c'est une forme de la bonne conscience, parce que en fait, le langage, et bon là moi j'ai beaucoup vu le monde à travers des textes que j'ai lus, mais quand Orwell écrit 1984, il s'intéresse à une langue qui tue. Quand Arthur Koestler écrit Le Zéro et l'Infini, grand livre si vous ne l'avez pas lu, très très grand livre pour moi, il s'intéresse à une langue qui tue. Lorsqu'Aldous Huxley écrit Le Meilleur des mondes, il s'intéresse à une langue qui tue. Lorsqu'un juriste du Troisième Reich en Allemagne, après l'élection de Hitler, décide qu'une certaine classe d'individus n'ont pas de droits, voire sont des choses, des objets dont nous pouvons disposer, il utilise une langue qui tue. Lorsque Victor Klemperer fait la critique de ce langage, il étudie une langue qui tue. Donc le langage, ça peut faire deux choses à la fois. Et pardon si vous me l'avez déjà entendu le dire, mais
le français s'organise assez bien. En fait, quand on est dans d'autres langues, on voit que parfois les langues, elles ont une sorte de génie de dire les choses. Mais en français, il y a malédiction et bénédiction. Quand tu dis bien la chose, tu peux produire des bénédictions, donc ça fait des changements ou des avenirs souhaitables, possiblement. Quand tu dis mal les choses, ça produit des malédictions. Et voilà, et donc en fait, c'est à cet endroit-là qu'est le vertige aussi. C'est d'être très conscient qu'à chaque mot dit, voilà. Ouais. Donc, on a parlé du langage comme une des raisons de la séparation, et tu as parlé rapidement des deux autres. La deuxième, c'est à partir du moment où on est sujet énonciateur, c'est-à-dire que c'est nous qui effectivement formons les récits, et que tout le reste est objet. Et qu'on commence à classifier, qu'on commence à avoir une vision comptable des choses. Et ça m'a fait penser à quelque chose dans le milieu activiste écologiste. Parfois, on se dit, en tout cas, il y a une volonté de comptabiliser les bénéfices du vivant pour pouvoir convaincre ceux qui exploitent le vivant, par exemple. Donc ça veut dire qu'on adopte le langage, ce langage un peu qui sépare, qui est dominant, qui classifie. Est-ce que c'est une bonne chose d'utiliser ce langage pour essayer de dénoncer ça ? Question que je me posais. Tu parles des services écosystémiques. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que s'éloigne un peu du livre. Bon, voilà, non. Non, mais je peux faire ça. Mais je peux faire ça. En tout cas, l'effort, en fait, chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de terrible. En somme, ce que vous verrez dans le livre, et c'est pour ça que ça démarre, et c'est clé que ça démarre avec la figure du Quichotte, c'est que derrière cette histoire du Quichotte, et c'est pour ça que ce livre, entre autres, est génial et absolument génial, c'est qu'il y a une sorte de philosophie de l'histoire pour moi. Notre espèce, nous racontons des histoires. Je pense que ça, on peut être d'accord là-dessus, non ? On se raconte des histoires, et parfois, elles nous aident à tenir au monde. Ça, c'est vraiment les appuis. Et on s'envoûte, on s'enivre de ces histoires, on y croit. Il y a un principe de croyance, croire au langage, croire aux mots, croire au fait que maman, ça appelle véritablement cette personne qui est ma mère, etc. Donc on croit, il y a un principe de croyance qui nous attache aux choses. Et puis il arrive des événements dans l'histoire qui percutent ces croyances. Donc si je prends très rapidement, je vais arriver à parce que le moment de l'Anthropocène, le moment de la crise de la Terre, qui va beaucoup nous occuper cette année à l'IEA, ça fait ça. Grosso modo, quand on lit Stefan Zweig, Le Monde d'hier, qu'est-ce qu'il nous raconte sur les hommes si je parle c'est parce qu'il parlait à l'époque, il parlait surtout des hommes, enfin en l'occurrence avec petit H. Mais quand même, c'était les populations d'avant la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que ces personnes croyaient au progrès, au fait que l'avenir allait être meilleur. Et puis arrive la boucherie de 14-18. Voilà un événement historique qui vient percuter un récit, un habitat narratif. On a cru au progrès, et en fait, là, maintenant, on a vu que la phrase de Valéry, nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels, voilà. Phrase célèbre, mais en fait, qui dit assez bien la gueule de bois de post-1918. On disait on croyait au progrès, en fait, on s'est exterminé, on s'est détruit. Et donc, à partir de cette gueule de bois, mais de cette chute, voire de cette mort parfois, il faut se relever. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se relève ? Nous autres, on fait comme le Quichotte. On se raconte de nouvelles histoires. Alors, les nouvelles histoires, c'était la Société des Nations, mais ça a été aussi les totalitarismes, ça a été aussi le fascisme italien. C'était la Révolution de 17, c'est-à-dire, en fait, il y aura un grand soir, et en fait, on va aller vers l'égalité, et tout va aller cheminer dans cette sorte de téléologie historique. Donc, à chaque fois, on fait ça. Là, il y a eu cet entre-deux-guerres. On croit, mettons, à la prospérité, à la croissance. Crise de 29, boum, gueule de bois, ça chute, ça retombe. On retombe parfois à des instances de dénuement absolu. Et puis on se relève, on se raconte une histoire. Arrive la guerre. Boum, il faut se relever en 1945. Chute, faillite, éthique, morale, tout. Enfin, bon, bref, l'extermination. De nouveau une guerre mondiale. Et on se relève. Qu'est-ce qu'on fait en Europe pour se relever ? Mais dans d'autres continents, ça va être d'autres histoires. Mais en Europe, qu'est-ce qu'on se raconte ? La construction de l'Europe. Et là, il se trouve que là, présentement, et je finis là-dessus, il y a plein de raisons pour lesquelles on tombe, notamment un certain retour de la guerre, de l'histoire, du drame, du tragique, etc. Après toute la mythologie ou les habitats narratifs de la fin de l'histoire, après la chute du mur de Berlin. Mais il y a aussi la crise de la Terre.
Donc la crise de la Terre, c'est ça, quand on assiste à un méga feu dans les Landes, ou aux tornades régulières, aux ouragans, ou à une sorte de manifestation, une colère terrestre, on est face à ça, c'est-à-dire quelque chose, un événement, des événements, une succession d'événements qui remettent en cause totalement les habitats narratifs d'il y a encore 20 ans, 20 ans, 30 ans, quand on disait c'est la fin de l'histoire, on va aller vers la prospérité, la mondialisation, c'était tout ce motif de la mondialisation heureuse. Enfin. Et donc à chaque fois, ça percute, ça percute. Donc comment on se relève? Par des fictions, mais par quoi on tombe? Par des fictions qui détruisent. Et c'est encore une fois cette ligne-là en fait que je ne cesse de suivre en relisant Moby Dick, en relisant Pessoa, enfin voilà. Après il y avait un autre aspect dans ta question qui était ce moment où on se met à couper entre les sujets et les objets, mais c'est encore un autre aspect qui passe par la lecture de Faulkner, mais je sais pas si tu veux y aller, donc je m'en remets à ton chemin tu dis qu'on serait après maintenant là, qu'on est, c'est en quelque sorte le voile qui se lève. Donc je vais lire un petit peu. On est toujours après. On est toujours après. C'est très important, ouais. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup ce motif, la post-histoire, etc. Non, en fait, être humain, c'est arriver après quelque chose qui a été perdu. Voilà. Quand je suis dans le ventre de ma mère, en fait, il y a quelque chose de matriciel, de donné. À partir du moment où il y a la séparation de ce corps, il y a déjà quelque chose de perdu. Après, quand j'entre dans le langage, il y a quelque chose qui se perd. Dans les mois après la naissance, il y a surtout les autres sens qui marchent. La vue ne fonctionne pas encore. Si je me soumets à la vue de plus en plus, je perds. C'est après. Il y a une très jolie phrase de Marguerite Duras que j'adore, c'est « très vite, il a été trop tard ». Voilà. Très, très vite dans notre histoire. Donc, on est après, quoi. On arrive toujours après quelque chose. Je vais lire un peu ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est magnifiquement écrit. On est après, quand le décor laisse réapparaître la fragilité de la vie, quand on sent grandir en nous une conscience sombre sur nos manières d'habiter. Et un peu plus loin, les révolutions techniques des années 80 et 90, en ouvrant un autre espace, ont pu nous faire oublier le monde en offrant la virtualité sans corps, l'illusion d'un affranchissement général des contraintes physiques, mais tout retombe. Les bulles narratives éclatent les unes après les autres, et nous ne pouvons plus éviter aujourd'hui la réflexion sur les hyperviolences que nous infligeons à nos milieux et aux multiples formes de la vie. Je me posais une question en lisant ça, c'est est-ce que quand les bulles fictionnelles éclatent, on arrive à vivre le vertige seul? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas besoin est-ce qu'il vaut mieux être ensemble pour affronter ça? En fait, dans tout le texte, il y a cette double lecture. Il y a une lecture plus ou moins individuelle, souvent assez thérapeutique, ou un changement, y compris je dirais, existentiel ou spirituel, mais ça, c'est ce qu'on voit beaucoup dans ce grand effondrement, vous savez, ce motif de l'effondrement, la collapsologie, enfin, qui sont des gens avec lesquels je discute. Le vertige est l'état dans lequel nous sommes quand ça tombe. Alors peut-être qu'on n'arrivera pas à un grand effondrement. Moi personnellement, je pense que c'est encore une formulation du grand soir. Donc ça marche pas, parce que si ça s'effondre ou si ça ne tient plus, c'est que ça ne tient plus à certains moments de la journée. Ça tient plus quand on regarde les actualités. Ça tient plus quand on entend une langue politique parfois qui dérape, qui tient plus. Ça tient plus en nous mais ce sont des petits effondrements. Et puis à chaque fois, on a la capacité à justement reprendre des appuis. Donc ça, c'est la part, disons, et c'est la lecture qu'on peut avoir très singulière. J'aime mieux le mot singulier qu'individuel, parce que précisément, je pense que ceux qui habitent le vertige savent qu'ils ne sont jamais seuls, et que précisément, ils tiennent à une infinité d'entités naturelles, non humaines, humaines et autres. Mais il y a cette lecture possible, et c'est souvent au moment de différentes expériences, y compris artistiques, qu'on avait proposé, où on proposait des cycles de rattachement, ces gens qui vont en forêt, vous savez, la sylvothérapie. Je ne sais pas si vous connaissez cette chose-là, de se tenir à un arbre, ou d'embrasser un arbre. Je ne sais pas si ce n'est pas l'arbre qui nous embrasse déjà, mais donc il y a ça,
Et c'est un chemin de conscience, un chemin de corps. Et moi, je passe par beaucoup de thérapies, donc on pourrait en parler, mais il y a beaucoup d'expériences thérapeutiques, parfois assez extrêmes, que j'ai traversées. Et c'est quand même un chemin qu'on fait seul, enfin, avec d'autres. Mais ce qui se joue en nous, quand il faut se relever, ou quand il faut aller chercher des ressources pour retrouver un appui ou des appuis, après un certain nombre de deuils, etc., il y a quand même une part qui nous rappelle le fait qu'il y a des choses qui se traversent seules, quoi. Quand vous êtes sous emprise de l'ayahuasca qui prend possession de votre corps et que vous ne savez pas où elle vous emmène, vous êtes avec la plante, certes, mais les ressources qu'il faut aller chercher pour accueillir les différentes transformations, c'est seul. Je m'amusais à dire que j'avais beau me tourner autour de moi, je ne voyais pas vraiment. Donc, il y a des choses qui se traversent seules. Et après, il y a un mouvement collectif, disons, c'est pas un joli mot, de réarmement des imaginaires, mais de reprise avec le corps, de réattachement, de désintoxication fictionnelle, qui sans doute, oui, est aidé par la dimension collective et qui devient politique. Enfin, c'est aussi moi là que ça m'intéresse, c'est que c'est la part des récits. Je fais une petite parenthèse, mais donc je travaille ici à l'Institut d'études avancées sur la question des droits de la nature, notamment. Emmanuel le mentionnait. Ma question qui est éthique, c'est je vais me battre de différentes manières pour qu'on puisse donner des droits à des entités de la nature, mais la conception aussi tragique que je porte de l'histoire me fait penser ou me fait me demander est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui est une bénédiction ou est-ce que ça ne va pas produire des malédictions, parce que être dans la vie, dans les langages, c'est toujours cette chose de traduire, c'est trahir. C'est toujours mal dire, quoi. On dit jamais vraiment la façon dont la vie fonctionne en nous. On dit jamais vraiment nos affects, on n'arrive jamais vraiment à le dire. Écrire, c'est faire l'expérience de ce qu'on n'arrive pas à dire. Et encoder juridiquement le monde, c'est se tromper. Et l'économie politique dans laquelle nous vivons, elle se trompe, mais massivement, sur la manière dont la vie a lieu. donc, en fait, c'est cette idée de chercher à un tout petit peu moins se tromper. Et c'est pour ça que dans les collectifs, que ça aille des ZAD jusqu'à l'Institut d'études avancées, jusqu'au plateau de télévision, ça ne peut pas s'empêcher de s'engueuler fortement. Parce que, en fait, à la fin, tout le monde se trompe un peu. Mais si on prête bien l'oreille et qu'on cherche, on peut parfois entendre des gens qui se trompent un peu moins. Mais il faut aller chercher le un peu moins. Il ne faut pas aller chercher le... J'ai du mal aussi, il y a une raison pour laquelle je travaille sur ces questions, c'est qu'il me semble que vraiment, quand j'ai fait ce travail avec les étudiants parfois sur utopie, dystopie. Et le temps du XVIIIe siècle, 19e, c'est le temps des utopies. Après, on a essayé d'historiciser les utopies, c'était le marxisme, qui était un encodage, qui était une fable, qui était un récit. Certains, et beaucoup, très nombreux, y ont cru, pour le meilleur comme pour le pire. Et en fait, le XXe siècle a été le temps de la dystopie. Et il me semble que le temps qui s'ouvre à l'issue de toutes les dystopies, c'est quelque chose de beaucoup plus fragile, qui avance assez prudemment pour dire ça c'est peut-être mieux, mais en ayant toujours conscience de ce qui pourrait se transformer en moins bien. Enfin, et c'est pour ça que je m'intéresse aux situations de déséquilibre, de déséquilibre, d'instabilité, d'inquiétude. Et c'est pour ça que j'écoute parfois avec des oreilles assez distantes toutes celles et ceux qui se lancent un peu trop dans le réenchantement ou dans ce qu'on maintenant on appelle assez génériquement les technosolutionnistes. C'est-à-dire, nous avons collectivement des problèmes, j'ai des solutions. Ouais. Parce que je sais que je pourrais y croire, c'est comme les promesses au moment des élections. On a envie d'y croire, tout d'un coup on va dire ah ouais, ça a l'air bien, ça. Mais il y a toujours une sorte de... Mon oreille interne qui me sert à mon équilibre me dit garde une forme de distance sur cet enchantement qui est promis, quoi. Donc moi je me tiens à cet endroit-là et c'est pour ça que je travaille sur ces motifs, quoi. On va passer sur le... Alors moi je travaille sur l'utopie en fait depuis...
Donc du coup, ça m'a un peu perturbée parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, l'utopie n'a pas de topos. Donc qu'on a ce manque d'appui. Et pourtant, moi, j'ai l'impression que de travailler sur les utopies et d'essayer de vivre sa vie avec l'utopie pour horizon, c'est d'essayer de reprendre des appuis par-delà les récits dominants actuels. C'est-à-dire essayer de repuiser dans l'humanité, essayer de repuiser dans des élans très profonds pour retrouver pied, en fait, sur ce que pourrait être le monde et ce que nous pourrions être. Mais c'est exactement ça. Et il y a un livre qui est très important pour moi. Alors, il n'est pas là dans ce livre-là, mais d'un livre de Ernst Bloch qui s'appelle Le Principe Espérance. Et il l'écrit au pire moment de l'histoire humaine. En tout cas de l'histoire européenne, mais je pense quand même de l'histoire universelle, parce que c'est quand même le moment où ça extermine à tout va. Et lui, il écrit Le Principe Espérance. Et il met 30 ans, et il écrit, et il travaille. Et un principe, c'est un appui. Donc, en fait, l'espoir, c'est un appui pris dans l'avenir. Et simplement, et donc je pense que c'est pour ça que c'est si important d'arriver à opposer à un certain nombre de récits apocalyptiques qui abondent. Je l'ai dit encore récemment, là, ce matin, en disant, vraiment, j'ai fait assez tôt le diagnostic que l'imaginaire apocalyptique avait à peu près déployé tout ce qu'il pouvait, quoi. Et que donc, il était peut-être un peu temps de mettre nos forces dans une autre espèce de récit. Donc ça, c'est un appui pris pour les temps à venir. Il n'y a que nous qui faisons ça. C'est-à-dire que ce décrochage par rapport au temps présent, les pierres décrochent pas beaucoup par rapport au temps présent. Donc les méditants le savent, et moi je fais souvent la pierre, et je peux vous assurer qu'on regarde l'espérance ou le principe espérance avec un petit écart, en disant bon, ça a l'air bien, mais voilà, la présence c'est aussi très bien, le repos c'est aussi très bien, l'arrêt, la cessation c'est aussi très bien. Je crains toujours qu'avec ce principe espérance, avec ces récits qui sont jetés vers l'avenir, dans le non-lieu du temps à venir, il y a quelque chose qui s'oublie de la présence et qui précisément, en fait, disons, aussi produisent des accélérations, des blessures, des brutalités. En fait, moi, je crois qu'il faut être suspendu entre les deux, c'est-à-dire suspendu entre la pure présence physique et vous allez nous dire ce que chacun pense. on va faire ça. Et je voulais lire ce que tu racontes sur le sentiment océanique, qui est du coup qui ouvre. Je n'oublie pas qu'Emmanuel voulait qu'on parle de Moby Dick, mais tu auras le droit à ta question. Donc voilà ce que tu dis du sentiment océanique, et c'est ce versant du vertige qui est magnifique. En explorant les limes de sa folle indépendance, là où je redécouvre l'infinité de ses liens avec les astres, la lumière du jour, l'eau du ruisseau, le trembler d'une feuille, le sentiment du vertige pointe l'erreur de nos ordres modernes. Des jeux, encore des jeux, des fictions qui se déploient sans relâche, en ruinant la terre, chacun attaché à sa narration, et qui cherche à se projeter pour s'affranchir et se déployer comme s'il portait chacun à un monde, alors que le monde disparaît. Il y a donc ce volet sombre à nos vertiges, où l'on se détourne de tout ce à quoi on tient. C'est le versant de l'effondrement, de la blessure. Mais on peut aussi se tourner vers le versant lumineux, celui plein de l'extase où revient l'immensité, une puissante connexion par laquelle le sujet isolé se remplit de toutes les données de l'univers. Au lieu de la division, de la diffraction, alors que ce fil du vertige a accompagné les chutes du sujet moderne, voilà que s'affirme un vertige ascendant, comme si, en contrepoint des fictions insensées de Sapiens narrans, au bout extrême d'une histoire de la coupure, pointait un autre horizon à partir de l'emmêlement du jeu humain avec toutes les autres vies. Ce versant ascendant du vertige, je le nomme, car un peu d'élan ne nuit pas dans une époque obscure, l'espoir océanique. Alors j'aimerais bien qu'on parle de l'espoir océanique. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup les scientifiques. Parfois j'échange avec eux. Et c'est d'ailleurs vraiment une chose assez belle que je trouve assez merveilleuse. Et franchement, les bonnes nouvelles sont rares, donc c'est bien de le voir. C'est que les sciences qui ont beaucoup, au moment du XVIIe, XVIIIe siècle, découpé entre des disciplines, entre des corps, entre des entités,
vraiment les sciences actuelles, contemporaines, et depuis, je dirais, une soixantaine d'années, peut-être d'ailleurs le moment quantique étant le moment où ça commence à vraiment troubler, en fait, cherchent des liaisons, en fait. Donc, c'est vraiment des logiques de symbiose. D'entre là, on voit, il y a des biologies symbiotiques, le fait que, je sais pas, mais il y a tellement d'informations qui arrivent, même y compris dans le grand public, sur les jonctions entre les arbres, sur ce web que constituent les racines, sur les rhizomes, sur le fait que accessoirement l'ensemble de notre corps en fait est constitué de corps étrangers qui se sont en quelque sorte imbriqués les uns dans les autres pour rendre possible le fait que je parle devant vous là à l'instant. Enfin, l'ensemble des sciences de la Terre qui font de même en fait, c'est que la science désormais pointe un horizon à venir totalement entrelacé et je pense qu'elle intègre plus de données du monde. Donc la science aujourd'hui dit mieux le monde qu'elle ne le disait au temps de Newton ou autre. Donc il y a ça en fait, ce sujet entrelacé, ce jeu, etc. Ce qui m'amène à ces phrases, c'est un commentaire de Pessoa. Hein. Je le dis parce que ça semble être sorti d'un chapeau. En fait, à chaque fois, le livre, il vient vraiment s'appuyer. Et c'est très important pour moi parce que j'ai parfois du mal avec les énonciations trop abstraites. Ça part des histoires. Il se trouve que Pessoa a écrit ce livre magique qui s'appelle Le livre de l'intranquillité, qui est, si vous le reprenez un jour, ou si vous le lisez un jour, un truc qui se lit en fragments, donc il n'y a même pas besoin de le lire en entier, c'est juste le soir, de temps en temps, vous lisez une pensée. Et ce sont des fragments, et c'est frappant quand on lit fragment après fragment. Et donc Pessoa, c'est 1900, enfin l'écriture, les fragments, c'est 1900, fin du 19e siècle jusqu'à les années d'entre-deux-guerres. Et c'est en plus pile au moment où il y a la révolution quantique, pile au moment où on écrit sur la psychanalyse, enfin bref, il y a plein de ces liens. Et Pessoa écrit un livre stupéfiant de beauté. En fait, il n'écrit pas un livre parce que les fragments ont été rassemblés après sa mort. Et il donne un jeu à un auteur qu'il invente, qui est Bernardo Soares. Et ce jeu, je le qualifie d'oscillatoire parce que d'un fragment à l'autre, c'est « je suis tout ce que je vois ». Et ça, c'est l'océanique, c'est-à-dire c'est vraiment... Et puis tout d'un coup, ça se recroqueville et il dit « je suis séparé de tout ce qui est sous mes yeux ». Et on sent que là, c'est beaucoup plus dur et souffrant et dépressionnaire. Et il y a ce souffle. C'est incroyable, c'est plastique. Moi, j'aimerais presque mettre ça, parce que c'est presque... Il y a une dimension thérapeutique, c'est de dire, en fait, ce jeu, il peut se recroqueviller, il peut tomber, et puis en fait, il peut se remplir d'un souffle beaucoup plus vaste. C'est possible, c'est les possibles. Et après, il y a quelque chose qui, pour le coup, est un retour un peu au douloureux de l'histoire. C'est que ça, on peut le faire, y compris par la méditation, par différentes formes de reconnexion, de retrouver des forces, de retrouver des appuis, prendre conscience de connexion après différentes épreuves de la vie. Mais après, vient l'entrée dans le langage. Parce que tout ça s'accomplit, le sentiment océanique est quelque chose qui qui se dit mal. Hein. Enfin, je veux dire, Pessoa le dit parce que c'est un grand écrivain. Le langage peut nous le rendre, mais malgré tout, si vous lisez ces phrases, si vous en avez pas fait l'expérience, vous ne saurez pas de quoi je parle. Je veux dire, il faut avoir fait l'expérience, ou il faut garder le souvenir d'un moment heureux de l'enfance où on dort sous les étoiles. Il faut garder quelque chose en nous qui rappelle cette immensité et qu'il l'a vécu pour arriver à s'y rapporter. Parce qu'une fois que ça rentre dans le langage, voilà, enfin, c'est la situation du lecteur. Moi, j'aime les livres qui parlent au corps. Mais quand même, un livre qui parle au corps, si vous n'avez pas éprouvé quelque chose par la danse, par l'ivresse, c'est pour ça que je parle de ces états modifiés il faut les traverser, ces états modifiés. Et voilà. Et alors là, on peut le sentir. Mais une fois qu'on rentre dans l'ordre du langage, là, de nouveau, ça sépare, ça coupe et ça va se battre entre des sujets. Je pensais à tous les écrivains. Les écrivains, ce sont celles et ceux qui arrivent par le langage à créer un monde. Mais quand on les met les uns à côté des autres, c'est des sujets souvent très, très séparés. Je ne sais pas si vous avez fait déjà l'expérience de faire parler deux écrivains, deux écrivaines. Parfois, ils s'accordent, ils vont se dire, tiens, oui, collectivement, politiquement, on est du même côté, mais ce ne sera pas la même langue. Donc, c'est le lieu des singularités, quoi. Et c'est ce qu'on fait. Donc, ouais. J'ai une petite... Je crois avoir vécu le sentiment océanique. Et du coup, je voulais voir si
enfin, je voulais partager ça. C'est que il y a 23 ans maintenant, je suis tombée enceinte. Donc on a le vocabulaire de la chute d'ailleurs. Et à partir de là, j'ai été frappée. Je n'avais qu'un mot. En fait, je disais j'ai mal au monde. Et en même temps que je disais ça, j'avais l'impression de trahir quelque chose qui était beaucoup plus fort que ça. Et qui était à la fois quelque chose, ce que tu dis sur le vertige, sur ce côté à la fois un sublime et à la fois tragique, quoi. Il y a vraiment quelque chose de... j'étais frappée probablement parce que j'allais être maman, par la beauté, donc par la maternité, et en même temps, ça me ramenait sur Terre. Et donc, j'étais confrontée à ce que la Terre vivait, quoi. Donc, je crois que c'était le sentiment océanique. En tout cas, tu as mis des mots, je pense, sur ce que j'ai vécu à ce moment-là, et qui fait que depuis, je ne vis plus pareil. Et voilà, c'était ma petite anecdote. J'ai des souvenirs, moi, parce que moi, j'ai été... Je sais pas si c'est ça. Mais... Je sais pas. Enfin, en tout cas, la sensation des deux ensemble, c'est à des moments souvent assez paroxystiques. Moi, le moment où, par exemple, moi, j'ai traversé des temps, et j'espère que ça va mieux vraiment, mais de très, 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 très grande détresse, où je pouvais plus marcher. Et cette histoire de séparation, d'aller dans une sorte de mort dans la vie et de séparation, et c'est dans ces moments-là, en fait, il y avait toujours effectivement quelque chose à un moment donné, une sorte de... J'arrivais à me relier, et c'était cette oscillation que j'ai vraiment vécue. Du côté du sombre, je me souviens de choses, je vis à Berlin, moi, et j'essayais de marcher, et je voyais des petits vieux, et je les regardais avec une compassion qu'on ne peut pas avoir si on n'a pas connu cet état de très grande vieillesse avant l'âge, c'est-à-dire des corps très très fragiles qui peinaient à marcher. Et j'avais un lien très très fort à ces corps vieillissants, puisque j'en étais là. Et je voyais passer des gens en voiture avec, vous savez, ce trot de puissance, quoi, les grosses. Et j'ai eu mal, et je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais à ce point-là ressenti le problème du pouvoir. Le fait que nous avons acquis trop de pouvoir par rapport aux autres vies et par rapport parfois à des vies dans nos sociétés, des vies entre elles. Et donc cette de brutalisation, de brutalité, Donc, et c'était de l'ordre de la vision, parce que j'avais en plus un dérèglement du système nerveux qui faisait que j'avais un peu des... Voilà. Donc ça, c'est les états altérés, modifiés de conscience. Et je les trouve intéressants. J'ai pas vécu des situations de near-death experience, de mort imminente, mais j'ai beaucoup parlé à des gens qui ont traversé ces états. Et c'est fabuleux la plasticité du sujet quand on la regarde de ce point de vue-là, en fait. On vit dans des espaces qui sont très normatifs, où on utilise très très peu de capacité, en fait. Et quand ça s'ouvre d'une manière ou d'une autre, dans le tragique ou dans la joie, en fait, il y a quelque chose d'assez fabuleux de voir le spectre, en fait, et cette sorte d'infini qui revient. Donc, ouais, un mot sur Moby Dick. On va... Ouais. Un vertige sur l'or, il faut qu'on ait des indications plus précises. Ouais. Mais... Je vais vous donner la parole. J'ai juste une dernière petite question. Tu dis dans le livre que tu ne veux pas te soumettre au verdict de l'Apocalypse. Alors comment tu fais ? Non, mais ce verdict de l'Apocalypse, c'est tous les jours à 20h, quoi. C'est-à-dire que... Et maintenant, c'est plus 20h, c'est en continu. Et d'ailleurs, la saturation de l'espace, de la présence et du présent par les médias est un vrai sujet de santé publique. Enfin, je veux dire, je le dis comme ça au détour d'une phrase, parce que je ne vais pas, disons, persévérer dans cette chose, parce que je ne m'opposerai pas au monde des médias, parce que c'est un système tellement en boucle qui se parle à lui-même qu'on ne sait pas par où l'aborder. Karl Kraus l'a essayé de le faire à Vienne avant moi. Bon, c'est pas possible, en fait. Jacques Bouvresse, tant d'autres, quand on critique les médias, ça marche pas. Mais malgré tout, c'est quand même un problème de santé publique. Et donc, il y a un décrochage entre les récits du monde et, disons, la vie, en fait. La vie, en fait, je veux dire. La vie quotidienne. Si je me lève un jour et je n'écoute pas la radio, je n'écoute pas les nouvelles,
franchement, je me porte mieux. Enfin, je veux dire, objectivement mieux. Tout va... Et donc, la culpabilité va pas naître en moi. Je vais pas souffrir, télé-souffrir. Donc, il y a quelque chose là qui effectivement qui nous déporte du présent, de la présence. Et ta question était ? La question, c'est comment tu nourris ta source, justement. Comment t'arrives à... Non, mais après ça, c'est exactement comme quelqu'un qui en hypnose vous dit, regarde cette bille ou ce bout du stylo, et il faut suivre. Et il y a des moments, ça décroche. Ça demande une discipline, en fait. Et moi, je la perds, mais tout le temps. C'est-à-dire, c'est un effort quotidien, quoi. C'est Sisyphe. C'est surtout, bon, moi j'ai 3 enfants, etc. Il y a le dérangement, il y a l'attention. En fait, ça demande de la concentration, ça demande de la discipline. Ça demande aussi une certaine capacité à se préserver pour celles et ceux ou les causes qui importent. Notamment même dans l'activité critique. Quand on a une activité intellectuelle, ce qui est mon cas, enfin... Même si, bon, voilà, j'espère qu'elle est plus corporelle et physique qu'intellectuelle, mais malgré tout, il y a de la parole. Dans un espace public où on vous demande des textes, par exemple, critiques, ça demande une discipline très forte de dire non, je ne vais pas participer à ce... Je vais pousser là où le devenir m'intéresse. Je vais aider ce qui veut advenir. Là, je retrouve tes utopies à venir ou tes récits à venir. Voilà ce qu'il m'importe de soutenir. Voilà à quoi moi je tiens. Au sens vraiment, y compris symbolique, je tiens à ça, je veux que ça existe, je veux que ça advienne, je veux qu'on en fasse l'expérience. Et ça, je n'y tiens pas. Donc, en fait, je détourne mon attention, quoi. Et si je m'intéresse à ce qui blesse, je vais essayer de trouver les mots pour traverser, pour que ça produise quelque chose à quoi je tiens. Mais c'est vraiment une discipline, c'est une gymnastique, c'est du quotidien. En plus, moi, dans ma famille, ils étaient tous des médias addicts. Ma mère était journaliste. Ils parlaient de politique toute la journée. Par exemple, je pense vraiment, comme on a atteint un point limite dans les médias de santé publique, je pense qu'en France, je vis en Allemagne, moi, et parfois quand on passe le Rhin, enfin là, c'est en train de se transformer. Maintenant, en Allemagne, ça devient aussi un peu dur. Mais il y a un point de la politique en France qui fait mal, quelle que soit la manière dont on l'aborde. Il y a une obsession du politique qui fait que parfois on en oublie. Et donc, faut parfois un peu se détourner et mettre son énergie là où on peut, là où on arrive, quoi. Donc retrouver à quoi on C'est tient. quasiment une séance thérapeutique. Hein. Ça prend pas toujours cette voie. Parfois, je parle beaucoup plus de littérature, hein, mais bon. Ouais. Mais bon, il se trouve que comme j'ai aussi un peu ce... Mais et merci beaucoup pour tout. Merci à tous les Merci deux. l'accueil, tout ça. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Bonsoir.